Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Nous sommes le mardi 10 octobre 2023, il est 10h30 et nous sommes ensemble jusqu'à 11h30. Une heure de direct où nous allons parler de sport. Alors aujourd'hui, dans le débat, nous allons parler de l'importance de faire du sport, que ce soit pour les adultes ou pour les tout petits. Et puis aussi l'introduction de la matière éducation physique et sportive au cycle primaire. Alors côté rubrique aujourd'hui, nous allons parler de cette première séance de sport, celle qui nous donne des courbatures. Comment surmonter cette étape? Ça sera dans conseils pratiques avec un coach sportif. Alors, le plugging, vous savez ce que c'est que le plugging? C'est Wahida Selmchif qui nous en parle dans sa rubrique WeShare en fin d'émission. Donc voilà le programme qu'on vous propose aujourd'hui dans l'émission Ma famille, ma vie et ça commence tout de suite. Bonjour chers amis téléspectateurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Alors aujourd'hui dans l'émission nous allons parler de sport et le thème est le suivant, le sport plus qu'une passion, un mode de vie. Et oui, il faut maintenant intégrer le sport dans notre vie au quotidien parce que c'est bon pour la santé et on va en discuter aujourd'hui avec nos invités. Pour cela j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir monsieur Djamel Amraoui, vous êtes chargé de la gestion de la sous-direction du sport au milieu de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation au milieu professionnel au ministère de la Jeunesse et des Sports. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Avec nous aussi M. Mohamed Larbi Hamzaoui, vous êtes coach en nutrition et sport. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout l'honneur est pour moi. Bonjour à vous, bonjour à tous nos chers téléspectateurs. Voilà, alors aujourd'hui nous allons parler de sport et de l'importance du sport. C'est important de faire du sport, mais pourquoi est-il si important, coach, de faire du sport? Alors, tout d'abord, il ne faut pas confondre entre il faut et faire partie de notre quotidien. Quand on dit il faut faire du sport, d'un point de vue objectif... Psychologiquement, on a l'impression que c'est une corvée, une punition. Donc il faut changer la formulation. Voilà, c'est tout à fait le contraire. Ce n'est pas un corvée, c'est très loin d'être une corvée, pardon. Donc tout d'abord, il faut adopter le mode de vie. Comment intégrer le sport dans notre vie quotidienne. Comment l'intégrer dans les établissements primaires, secondaires. Voilà, comment... Donc voilà, il ne faut pas... Oui, il faut prendre le sport comme ça, comme une activité, comme toutes les activités qu'on fait durant toute la journée. Il ne faut pas que ça soit une obligation où on se sentirait un petit peu obligé et puis on perdrait un peu cet élan au fur et à mesure. On va encore un petit peu en parler pendant l'émission. Et justement, pour le primaire, avant, le sport était sanctionné par l'enseignant de l'arabe en général qui donnait un cours d'éducation physique. Aujourd'hui, est une matière, éducation physique et sportive. Elle est sanctionnée par un professeur formé en sport. Tout à fait. L'éducation physique et sportive a été toujours une matière au niveau du primaire. Une matière au même titre que les autres matières. C'est une obligation. La dispense est interdite. Il faut, pour avoir une dispense, il faut le médecin scolaire, et pas n'importe quel médecin. Bon, la nouveauté, c'est qu'elle était étudiée et enseignée par un prof de l'arabe. Actuellement, le président de la République a affecté 12 877 postes, nouveaux postes. C'est le produit de formation des STAPS, c'est des jeunes licenciés en sport. Ils ont fait du sport et ils ont subi une formation accélérée pour rejoindre leur poste de travail au niveau des établissements scolaires primaires, c'est-à-dire au niveau du premier palier. Parce que le deuxième palier, le troisième palier, qui est le moyen et le secondaire, ne sont pas concernés par ces professeurs. Il y a toujours eu du sport au moyen et au secondaire. Tout à fait. Il y a eu toujours un professeur, c'est-à-dire formé dans cette matière.
La nouveauté maintenant, c'est que ça concerne le primaire et dès le préscolaire, on a déjà notre prof qui nous fait une séance une fois par semaine. Tout à fait, madame. Donc, à partir de cela, il faut comprendre que l'EPS est une matière obligatoire. Et l'EPS, ce n'est pas le sport scolaire. L'EPS, le sport scolaire, c'est le prolongement de l'EPS. C'est-à-dire, l'EPS est une matière où on trouve la théorie et la pratique en même temps. Oui. Et après les heures de l'EPS, c'est-à-dire l'EPS, on n'a qu'une heure durant la semaine. Donc c'est beaucoup insuffisant par rapport à la pratique sportive. Exactement. La pratique sportive se fait dans les heures, par exemple, les mardis après-midi ou les jeudis après-midi. Oui. Pour l'EPS, oui. Ce que je vous propose tout de suite, avant justement d'entamer le débat, c'est de suivre un reportage de notre journaliste Yassine Ait Belkacem. Il va nous parler justement de la formation de ces profs j'allais dire de français, non, des profs de sport, voilà, de l'EPS, des profs de l'EPS, des profs d'anglais. Ils ont suivi une formation avant la rentrée scolaire de cette année et c'est Yanis Ait Belkacem qui nous en parle dans ce reportage tout de suite. C'est au lycée Aïcha de Houssindey à Alger que nous avons rencontré Chanez et Fatima, deux nouvelles enseignantes contractuelles, l'une en éducation sportive et l'autre en langue anglaise. Elles bénéficient actuellement d'une formation pédagogique intensive initiée par le ministère de tutelle, laquelle leur permettra de mener à bien leur noble mission. Professeur, c'est quoi la didactique en EPS? C'est une formation qui se déroule dans de bonnes conditions déjà, qui est encadrée des inspecteurs et professeurs qui veillent à nous apprendre tout ce qui est psychologie, pédagogie, qui fait des appuis sur notre comportement avec les enfants. Justement, nous avons la chance d'être bien encadrés dans cette formation. Les profs et les inspecteurs nous montrent et nous orientent comment faire enseigner cette langue tout à fait aux enfants du primaire, chose qui n'est pas du tout facile. 161 enseignants en éducation sportive et 62 en langue anglaise devront suivre un programme autour des matières essentielles à enseigner, de la préparation des cours, la méthodologie, la psychopédagogie et la législation scolaire, encadrés par 20 enseignants formateurs et inspecteurs du palier primaire. Ils sont là juste pour des ABC de l'enseignement au niveau du primaire, comment gérer une classe, comment gérer un enfant, quelques exercices de jeux qu'ils doivent aborder avec les jeunes, mais ils ont un cursus, une formation académique excellente. D'ailleurs, c'est des jeunes assoiffés d'enseigner. Jusqu'au 18 septembre, cette session devra également contribuer au perfectionnement de la performance pédagogique des nouveaux enseignants et l'actualisation de leurs connaissances à la satisfaction des élèves et leur assimilation. Voilà, on vient de voir le reportage, les enseignants ont été formés justement pour savoir tenir une classe, savoir connaître la psychologie de l'enfant, parce qu'on n'est pas forcément tous, on ne connaît pas forcément tous la psychologie de l'enfant et comment gérer les cours. Il faut dire qu'un constat a été fait sur 11 millions d'élèves justement inscrits à l'éducation, voilà. 350 000 élèves qui ne pratiquent pas, qui pratiquent seulement, donc voire 4% des 11 millions qui pratiquent réellement un sport avec une licence sportive. Donc un nombre vraiment minime. Donc c'est pour ça que cette... C'est pour ça que dans le programme du président de la République a parlé du relance du sport scolaire. Par rapport aux années 80, le sport scolaire, avant, exactement. Oui, le sport scolaire alimente l'élite sportive. Oui. C'est-à-dire, on a l'exemple, pour citer comme exemple, on a Nour El Morsli, on a Boulmarqa, on a Baya Rahouli, et j'en passe. Donc, c'est par rapport à ça, actuellement, on trouve que les clubs civils qui alimentent le sport scolaire. Oui. Ça a changé. Donc, pour pallier à cette contrainte, il fallait, c'est-à-dire le diagnostic fait par la commission intersectoriale, la commission intersectoriale de relance du sport scolaire et sport universitaire. Elle est composée des 3 secteurs, le secteur de la jeunesse et des sports, le secteur de l'éducation et le secteur de l'enseignement supérieur. En plus, les 2 fédérations sportives, Fédération sport scolaire, Fédération
national du sport scolaire et la Fédération nationale du sport universitaire. Alors aujourd'hui, les futurs athlètes seront repérés à l'école déjà. Oui. On pourra dénicher les futurs stars de. Oui, c'est-à-dire le premier objectif, tout d'abord, c'est de généraliser la pratique sportive. C'est-à-dire que si ça devient la pratique sportive comme culture. Après, la détection se fait parce que, pourquoi? Au niveau de l'EPS, c'est toutes les disciplines qui sont pratiquées. Il n'y a pas de spécialité. Mais une fois au niveau de l'école, il y a des associations sportives où les élèves vont s'inscrire et s'affilier au niveau des associations et les associations s'inscrivent au niveau des ligues sportives. D'accord. Cette pyramide va permettre aux professeurs de l'EPS de détecter les jeunes talents. C'est par rapport à cet âge, l'âge de 6 ans, entre 6 ans et 12 ans, on peut détecter les jeunes talents sportifs ou les futurs. Après, on les oriente vers les spécialités, leurs spécialités et l'affiliation au niveau de la fédération qui va les prendre en charge pour la suite de leur carrière sportive. Voilà. Alors aujourd'hui, on parle de l'importance du sport et puis la matière sport, éducation physique et sportive qui est inclus aujourd'hui dans le cycle primaire. Donc si vous voulez nous poser des questions ou témoigner, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est nous appeler au 021 23 98 91, le 021 23 98 91, nous poser des questions ou témoigner. Justement, on est là pour y répondre. Et aussi, il y a aussi bientôt l'ouverture de lycées sportifs. Oui. Ben oui. Pour le moment, il y a un seul lycée sportif national, c'est celui de Draria. C'est le lycée sportif de Draria. Est-ce qu'il y a un engouement justement pour ces spécialités? Oui. D'ailleurs, un seul lycée, c'est insuffisant. C'est-à-dire la réflexion et la feuille de route du ministère de la Jeunesse et des Sports et d'implanter d'autres lycées sportifs au territoire national. On peut citer, il y a la dernière visite de Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports dans la wilaya de Psila, où il a visité un lycée sportif. Je pense qu'il sera opérationnel durant l'année 2024-2025. Oui. Il y a d'autres lycées qui seront implantés à travers le territoire national, je cite, c'est-à-dire seront implantés par rapport au pôle de développement. Le pôle de développement sportif, je peux citer la wilaya de Ouergla, de Constantine, de Béjaïa, d'Oran, parce que l'expérience passée nous a donné comme leçon, c'est d'implanter ces lycées sportifs au niveau des grandes wilayas, pour la réussite de ces lycées sportifs. D'accord. Ça, c'est une stratégie, c'est un projet à moyen terme. D'accord. Il y a d'autres pour la relance du sport scolaire. Le ministère a mis à la disposition de l'éducation les infrastructures et les salles sportives limitrophes. Il faut dire que certaines écoles n'ont peut-être pas dépourvues d'espace ou d'infrastructures sportives. D'accord. Donc ces écoles-là auront des infrastructures pour pallier à cette contrainte, le ministère de la Jeunesse et des Sports a mis à la disposition de ses profs ou de l'éducation nationale toutes les infrastructures limitrophes aux écoles primaires pour la pratique sportive. Ça comme la première étape. La deuxième étape, c'est de doter ces infrastructures et les écoles primaires de kits athlétiques pour permettre au moins de faire les premiers mouvements de base au niveau des écoles primaires. Le matériel qu'il faut pour faire une bonne séance de sport, en tout cas. Je voulais revenir sur un point, vous en avez parlé au début, la dispense sportive. Si un parent décide de dispenser son enfant, il lui faudra vraiment un justificatif, on va dire, embêtant, pour ne pas, ne pas faire la séance de sport. Oui, avant la dispense, c'était courant. C'était légalisé, courant. Voilà, c'était courant, on peut le dire, mais actuellement, non. Il faut passer par le médecin scolaire. Donc c'est le médecin scolaire, c'est à l'école, avec les UDS. C'est à ce moment-là qu'on fait un diagnostic et qu'on dit si l'enfant est apte ou pas à faire du sport. C'est une très, très bonne initiative et ça permettra aussi d'absorber le chômage. Oui,
d'un côté par rapport aux profs. Comme ça, comme on a fait pour les profs, on va faire Voilà. pour les médecins. Très bien, c'est une très très bonne initiative. Alors, en parlant justement, on continue à parler de sport et avec vous, coach, quel type d'activités sportives sont les plus adaptées, on va dire par tranche d'âge, pour les tout petits? On sait très bien que les petits ne peuvent pas faire le même sport que les plus grands. Ils sont en pleine croissance, donc il ne faut pas altérer leur croissance. Donc, quels sont les sports les plus conseillés pour les tout petits? Alors, tout simplement, on intègre nos enfants à faire du sport en groupe, de préférence. Car le sport n'a pas juste un effet positif sur le côté physiologique, entre parenthèses, musculaire, hormonal. Là, tout le monde On sait. est d'accord sur ça, Voilà, on le sait, d'accord oui. sur ça. Mais aussi sur le côté social, côté environnemental, Côté côté psychologique. psychologique, aussi. surtout le côté psychologique. On néglige souvent ce point-là. On communique très moins sur ce point-là. Donc, on doit vraiment faire l'accent, mettre l'accent sur la psychologie de l'enfant, voir quel sport il préfère. On ne doit pas le forcer à faire X ou Y. Surtout pas, voilà. Il y a beaucoup de parents qui veulent, par exemple, que leur fils ou leur fille fasse, par exemple, du tennis ou du basket comme ça il sera grand, ou alors de la danse parce que c'est une fille, et voilà. Donc, il faut laisser l'enfant choisir la discipline qui lui parle, pour que ça ne soit Exactement. pas une corvée aussi. Et pour cela, Oui. il faut une très bonne communication entre les parents et l'enfant. Le parent ne pourra jamais connaître les attentes de son enfant s'il n'y a pas de communication. Donc, Et comment encourager les parents justement à inciter leurs enfants à faire du sport? eh C'est ben, pas évident. Hein. tout d'abord, l'enfant, comme vous savez tous, l'enfant suit ses parents. Donc si les parents ne font pas de sport, Oui. ça sera très difficile que les enfants fassent. Il faut d'abord donner le bon exemple. Exactement. Il faut d'abord commencer par soi, Voilà, s'y mettre. l'enfant voit ses parents comme des héros. Des héros, pardon. Oui. Des héros. Donc, on doit suivre, on doit donner le bon exemple. Donc, on doit s'y mettre dans le sport et le mode de vie sain équilibré, la bonne alimentation. Oui, on évite tout ce qui est. Ça va ensemble, ça va de soi. Exactement. Oui. Donc, justement, pour ce qui est nutrition par rapport aux enfants après une séance de sport, on va dire que le sport, c'est l'enfant qui va choisir l'activité qu'il aime le plus, soit faire du foot, faire du basket, de la natation ou autre chose. Est-ce que, justement, il faut donner un bon repas avant la séance de sport de l'enfant pour se dire, bon, comme ça, il n'aura pas une petite faim pendant le sport, ou alors après pour qu'il récupère un peu? Alors, on ne doit pas le mettre dans cette case où il faut avant, il faut après. Donc, on doit l'apprendre le mode de vie sain et équilibré. Oui. Donc, on ne doit pas lui imposer de manger les œufs le matin, on ne doit pas lui imposer de manger les salades au dîner, au déjeuner. Oui. Donc, Ce qu'on fait pour les adultes. Hein. Voilà, exactement. Donc, l'enfant ne connaît pas ces points-là. Donc, il ne va pas les accepter directement. Oui. Pas dans l'absolu, mais voilà. Donc, il faut lui apprendre que voilà, afin de récupérer, afin d'avoir une masse musculaire, de bien récupérer, il faut manger assez de protéines. Pour avoir de l'énergie, il faut manger assez de glucides, donc les pâtes, le riz, les fruits. On peut expliquer tout ça à un enfant en lui disant, maintenant que tu fais du sport ou quand tu fais du sport, si tu veux récupérer, si tu veux avoir une bonne croissance, il faut manger tout ça, tout ça. On peut lui expliquer qu'il faut des protéines. Qu'est-ce que les protéines? Il faut des glucides. Qu'est-ce que les glucides? Exactement. On peut donner des exemples pour simplifier. Oui. On peut par exemple expliquer à un enfant qu'un maçon, afin de bâtir un mur, il lui faut des briques, il lui faut du ciment, il lui faut des outils. Donc ces outils-là aideront le maçon à bâtir ce mur-là. Donc c'est pareil pour le corps. Donc la protéine, ce sera les briques, les vitamines, ce sera les outils. Voilà, ainsi de suite. Essayez de faire des métaphores pour que l'enfant puisse comprendre plus facilement. Exactement. Concernant les adultes, on peut faire tous les sports. Bon, il faut d'abord faire une visite médicale. Je pense que c'est obligatoire. C'est indispensable, oui. Oui. Surtout pour les adultes qui n'ont pas fait de sport depuis très longtemps. Ou qui n'ont jamais fait de sport. On en voit de toutes sortes. Ou qui n'ont jamais fait de sport. Ça existe, oui. Oui, Ça existe, j'en croise souvent en tant que coach. Donc, le premier conseil que je donne aux adultes qui n'ont pas fait de sport ou bien qui ont... c'est de consulter d'abord un médecin pour savoir... Voilà, on est d'accord. Mais surtout, ne pas mettre la barre très haute. D'accord. Commencer au plus bas, tout doucement, et aller surtout progressivement. De 1, pour ne pas se cracher, ne pas se blesser. De 2,
pour ne pas avoir des courbatures, là, on va les aborder, les courbatures atroces. On va les aborder dans la rubrique conseils pratiques par rapport aux Exactement. courbatures, les courbatures, c'est ce qui nous freine un petit peu, parce que dès qu'on a mal, après on se dit non, c'est pas pour moi, ça me fait trop mal, donc on arrête. Voilà, on va détester directement. Par contre, pour les personnes qui sont, on va dire, qui ont plusieurs maladies, qui ont des maladies, on va dire, cardiovasculaires ou qui ont des problèmes de santé, le sport, c'est très bon pour eux. On a tendance à dire, non, j'ai un petit peu de tension ou j'ai un peu de diabète, donc je préfère pas faire d'exercice physique parce que ça va me fatiguer encore plus et je ne saurais pas gérer. Alors que non. Mine de rien, les gens ont une mauvaise image du sport. Voilà. Donc le sport, c'est une corvée, ça fait mal, c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. Le sport, quand j'ai mentionné tout à l'heure, a un effet positif sur le moral, l'humeur, les hormones, la masse musculaire, la silhouette. Donc, comme on dit, tout bénef. On peut prescrire aujourd'hui le sport. Le médecin peut prescrire le sport aujourd'hui, par exemple, pour éviter, surtout si on va dire que c'est une personne qui est prédisposée à avoir un diabète ou une personne qui est prédisposée à faire de la tension artérielle, de l'hypertension ou de l'hypotension, on va dire, le médecin peut prescrire des séances de sport justement pour éviter que ça n'arrive. Exactement. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font là maintenant. Oui. Les médecins se penchent souvent sur le sport. D'accord. Et Donc, pourquoi on fait du sport? C'est pour éviter toutes ces maladies-là. Plus tôt on commence, et mieux c'est. Exactement. Et à quel âge on pourrait commencer? Très tôt. Dès la naissance, pas de la naissance. Non, pas de la naissance, mais voilà. Dès que l'enfant peut se mettre debout. Exactement. Oui. Donc tout doucement. Et bien sûr, comme vous l'avez mentionné, on ne fait pas le sport à un enfant comme on fait à un adulte. Donc, Justement, l'enfant n'a pas la même endurance qu'un adulte. Et combien de séances? On a une séance à l'école, une fois par semaine. On peut inscrire son enfant à faire du sport aussi en salle. Mais avec tout ça, est-ce qu'on peut rajouter en semaine des petites balades juste pour faire de la marche ou ce genre de choses, pour garder une activité physique pour les enfants? Pas juste une activité physique, mais il peut faire une activité, un sport, une discipline en plus, le basket, le foot, peu importe. Mais que ce soit dans la norme, il faut bien récupérer après, il faut que ça matche avec les séances d'éducation sportive à l'école. Donc, je pense qu'une séance à l'école et 2 à 3 fois par semaine en dehors de l'école, ça sera vraiment parfait. Donc, une séance à l'école et 2-3 fois par semaine à l'école, donc 4 fois, on va dire pratiquement toute la semaine. On a un jour où on fait une autre activité, on va dire, on va faire de la musique, on va faire autre chose pour un peu se remplir aussi le cerveau un petit peu et le week-end profiter avec les parents, n'est-ce pas? Exactement. Et d'autres programmes justement au ministère de la Jeunesse et des Sports qui sont dédiés aux enfants ou aux adultes? Aux adultes, oui, ça a été toujours. Ça a toujours été le cas, oui, bien sûr. Pour les enfants, je reviendrai juste pour donner quelques chiffres concernant les infrastructures sportives mises à la disposition des écoles primaires. On a actuellement 748 infrastructures à travers le territoire national. Et le ministère de l'Éducation a émis le vœu d'avoir 706 infrastructures. Et donc, on a mis pour le moment 748. D'autres choses, possible jeudi prochain, il y aura une cérémonie entre les deux cérémonies pour honorer les athlètes, plutôt les élèves qui ont participé aux Olympiades de Jijel. 170 élèves, c'est des jeunes talents détectés récemment. Il y a aussi la distribution des kits athlétiques pour le reste des wilayas qui n'ont pas encore bénéficié des kits athlétiques. Ça, c'est le programme récemment. Pour la pratique, pour la compétition sportive, c'est la fédération du sport scolaire qui est chargée de programmer les compétitions, que ce soit au niveau du premier palier scolaire ou au niveau du deuxième et troisième palier, qui est le moyen et le secondaire. Beaucoup plus pour en 2021, il y a eu le festival scolaire destiné uniquement aux élèves du premier palier,
du primaire. Oui, Dans les différentes disciplines. Oui, il y a des disciplines en sport collectif, il y a des disciplines en sport individuel. En sport collectif, on a le football, c'est clair, le volley, le basket, le hand. Et en discipline individuelle, il y a l'athlétisme, le judo, le tennis de table, les échecs et en plus le taekwondo. Très bien. Peut-être revenir aussi aux compétitions inter-écoles qui se faisaient aussi dans le passé. Oui, c'est le système de compétition et le système, comment dirais-je, pour le système d'élimination. Oui. Des fois, il y a l'interclasse, des fois, il y a l'inter-école. L'inter-école au niveau communal, au niveau wilayat, et après, ça devient au niveau régional, la région. Et après, c'est le niveau national. Ceux qui sont qualifiés participent au niveau national. Le dernier Olympiade qui a été organisé à Djidjel au 21 juillet, 31 juillet 2023, il a vu la participation de 1400 élèves du premier palier. Et il y en aura d'autres pour le deuxième, c'est les Jeux sportifs scolaires. D'accord. Et aussi le sport à l'université. Le sport à l'université, oui. Oui, le sport à l'université, c'était pas vrai. C'est de notre structure. Au niveau de l'université, il y a 1 700 000 d'étudiants. Pour le moment aussi, la pratique sportive est vraiment minime. On essaie de trouver... les étudiants sont plus concentrés sur leurs études, sur leurs recherches. Mais il faut trouver des facteurs stimulants. Voilà. Il faut trouver comment avoir des mesures, mettre des mesures incitatives pour la pratique sportive. Parmi ces mesures, il faut que l'étudiant qui fait partie d'une équipe nationale, d'une discipline quelconque, peut refaire son examen. Parmi les contraintes qui étaient avant. Pourquoi les étudiants fuient le sport? C'est parmi ces contraintes. Il y a aussi, on est en train d'étudier avec nos partenaires de l'enseignement supérieur, de trouver les meilleurs moyens pour inciter les étudiantes et les étudiants à pratiquer le sport et même faire la détection au niveau des universités parce qu'il y a des champions, il y a des athlètes on ne dit pas des jeunes talents, mais c'est des athlètes de haut niveau, qu'on peut les détecter au niveau des universités. Très bien. Alors je rappelle, aujourd'hui on est en train de parler de sport, le thème du jour, le sport plus qu'une passion, un mode de vie. Donc si vous voulez participer à l'émission, vous pouvez nous appeler au numéro qui va s'afficher en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91, nous poser des questions par rapport à vos enfants, s'ils sont en train de faire du sport, quel sport choisir pour eux, ou plutôt les laisser choisir leur sport. Ou témoigner, on est là justement pour recueillir tout ça et répondre à vos questionnements en général. Donc le sport, il faudrait que ça soit maintenant, que ça soit un mode de vie, comme on le dit dans le thème, que ce soit réellement un mode de vie, que ça rentre dans notre quotidien. Mais dans notre quotidien, on va dire qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément un emploi du temps qui facilite tout ça. Pour les mamans, par exemple, qui travaillent toute la journée au travail et puis l'après-midi, commence une deuxième journée au travail aussi. C'est le travail aussi à la maison où on a beaucoup de choses à faire. Donc, à quel moment et comment peut-on faire du sport? Comment peut-on placer ces séances de sport ou faire du sport autrement au travail et à la maison? Alors, je ne vais pas dire le contraire, que la femme a beaucoup plus de travail que l'homme à l'extérieur, en plus de l'intérieur de la maison. Donc, certes, son emploi du temps est un peu saturé, cela ne les empêche pas de faire du sport. Donc, quand et comment, donc chacune des femmes qui travaillent à l'extérieur, qu'elle a des enfants et tout, a un emploi du temps bien personnalisé. Donc, il faut juste trouver le juste milieu, donc entre le travail, la maison. On peut faire des exercices tout en en pliant le linge ou en faisant le ménage ou en faisant la cuisine. Il faut juste savoir quel exercice faire et comment les faire correctement. Exactement. Et faire du sport, on ne dit pas qu'on doit devenir des athlètes olympiques. Non. Voilà. Oui. Donc,
3 heures par semaine, je pense que c'est accessible pour tout le monde. 3 séances par semaine, 1 heure chaque séance, c'est pas... Il faut de la motivation aussi. Il faut de la motivation, c'est pas... il faut aussi de la motivation, c'est pas toujours évident. Oui, c'est vrai. Exactement, oui. Oui, exactement. Donc, alors on repère... oui. Juste dans ce sujet, à propos du sport pour la femme, il y a une fédération qui est spécialisée, c'est la Fédération du sport et travail. Oui. Là, on trouve des travailleurs qui sont affiliés à des clubs, à des ligues, et même au niveau de la fédération, et qui font du footing en groupe, font des randonnées, des week-ends, des traversées au niveau du sud. Je pense que j'invite toutes les femmes à se rapprocher de ces ligues et de cette fédération, c'est-à-dire ça leur permettre d'accéder au sport, oui, indirectement. À travers ces ligues et cette fédération. Très bien. En tout cas, on rappelle déjà l'information importante. La matière éducation physique et sportive au primaire, même si les écoles n'ont pas, on va dire, d'espace pour faire du sport, les stades communaux, tout est mis à leur disposition pour pouvoir faire du sport. Dès le primaire, des préscolaires même. Voilà. Nous, on parle tout d'abord du primaire parce que c'est la base, c'est par là qu'on commence. Oui, c'est la base. Et l'affectation des professeurs, c'est au niveau du primaire. Du primaire. C'est la nouveauté de toute façon, parce qu'avant, l'unicité du prof a fait que les élèves ne font pas du sport. Parce que le prof n'était pas qualifié, c'était l'enseignant de l'arabe ne peut pas enseigner l'arabe et enseigner en même temps. D'ailleurs, pour les exercices de base, il faut des connaissances, comme il a parlé le coach. Exactement. Il faut des connaissances pour faire les exercices de base. Et à partir de ces exercices, que l'enfant, on peut l'orienter et on peut le stimuler pour aimer le sport. Exactement. Voilà. Sinon, ça devient autre chose. Et puis, ils ont besoin justement de cette séance de sport pour tout décharger, ça leur fait du bien. Ils ont de l'énergie. Ils ont beaucoup d'énergie. Voilà. Et pendant toute la journée, ils sont en classe, ils doivent se retenir un petit peu. Donc, au moment de la séance de sport, c'est le moment de se lâcher, de décharger toute cette énergie. Et ça fait du bien au physique et au moral, même pour les professeurs. Oui, voilà. Tout à fait. Alors je rappelle, Monsieur Jamel Amraoui, vous êtes chargé de la gestion, de la sous-direction du sport au milieu de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation en milieu professionnel au ministère de la Jeunesse et des Sports. Merci d'avoir participé au débat. Merci à vous aussi. Je dirais enfin que le sport, c'est la santé, le sport, c'est le développement durable et le sport, c'est l'avenir. Inch'Allah, voilà. Coach, vous restez avec nous? Bien évidemment. Voilà, et on passe tout de suite à la deuxième partie d'émission consacrée aux rubriques.
Retour sur le plateau de Ma famille, ma vie et place maintenant aux rubriques. Et Wahida Selmchif nous a rejoint. Bonjour Wahida. Bonjour Mounia. Ça va? Tranquille. J'ai envie de te dire sabah al-nashat wal-hayawiya. Parce que quand on voit les coachs et quand on parle de sport, ça donne envie. Le sport, c'est la vie, non? Ah bah oui, c'est la vie. Exactement. Il ne faut pas le dire juste devant le coach. Hein. Oui, il faut le faire réellement. C'est vrai. Exactement. Bon, on essaye d'appliquer les conseils qu'on donne ici dans l'émission. Hein. On essaye d'appliquer. Sauf quand il s'agit de faire du sport. On va dire qu'on fait un peu d'exercice physique. Exactement. Voilà. Exactement. Donc l'exercice physique, quand on commence l'exercice physique, et on a pas mal de petits soucis, douleurs et tout ça, on ne sait pas par quoi commencer. On va en parler dans la rubrique conseils pratiques juste après ceci. Alors, conseil pratique aujourd'hui, nous allons parler des premières séances de sport. Bon, je pense que tout le monde connaît ça, les premières séances de sport. On a des courbatures, on ne sait pas par quoi commencer, il faut faire des étirements, je commence par marcher, je commence par faire quoi. Donc, comment aborder les premières séances de sport pour les débutants sans expérience préalable? Coach. Alors, tout d'abord, pour les débutants, il ne faut pas juste aller à la salle, soulever des poids ou faire du n'importe quoi. Dans ce cas-là, vous allez droit au mur. Donc, je conseille les gens à aller à un coach professionnel qui sait ce qu'il fait, qui leur oriente, ce qu'il faut faire, avec quoi ils vont commencer. Donc, aujourd'hui, on va mettre les grandes lignes pour tout le monde. Et puis, voilà, les gens peuvent se diriger vers des professionnels par la suite. Donc, tout d'abord, il ne faut pas mettre la barre très haute. Au début, on a tendance à avoir cette boule d'énergie, de motivation au début. On surfe sur cette vague-là, mais on n'a pas le niveau pour faire tout ce qu'on a dans la tête. Donc, c'est vrai, sincèrement, en voyant sur les réseaux sociaux les salles de sport qui font la promotion, en voyant les coachs, en voyant tout ça, et puis en voyant aussi des personnes qui vous disent « oui, j'ai commencé ici, regardez le résultat après tant de jours » et tout ça, on se dit « c'est accessible, c'est facile, je peux le faire ». Et voilà, je peux le reproduire et je vais commencer directement très motivé par le plus dur, alors que ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire. C'est tout à fait le contraire. Donc, il faut commencer au plus bas. Crescendo. Voilà, crescendo, tout doucement, progressivement. Voilà. On ne court pas derrière, personne ne court derrière. Donc, on va apprécier mieux le sport ainsi. On va les aborder par la suite, les blessures et tout, mais on ne va pas avoir des blessures, on va avoir moins de courbatures, ce que la plupart des gens détestent. Donc, on va apprendre mieux les exercices. Non, mais je crois qu'il y a à chaque fois des courbatures. On va y revenir, attendez, on va y revenir. On va laisser le dossier courbatures. Oui, est-ce qu'on peut ne pas les avoir? On les a, les courbatures. Oui. Voilà, vous confirmez. Oui. Mais c'est gérable. Mais c'est gérable. Exactement. Alors, quels sont les conseils pour choisir le type d'activité sportive qui convient le mieux à un débutant? Comment choisir justement? Par quoi commencer? Alors, par quoi commencer? Il faut commencer par les bases, quelle que soit la discipline ou le sport que l'on souhaite intégrer. Les bases, c'est commencer à marcher, footing. Voilà, un petit footing, une petite marche. À boucher, oui. Voilà, par exemple, les premières séances. Si on intègre une salle de sport, on ne doit pas soulever des poids astronomiques. On commence à vide, tout doucement, comme on l'avait dit, crescendo. Et un autre point très important, il faut faire une activité physique agréable selon la personne. Donc, on ne suit pas juste la mode, on fait par exemple du cross-training, car on dit du cross-training, ça fait perdre du poids. Si on n'aime pas cette activité, on ne va pas la faire sur le long terme. Et justement, on doit mettre l'accent sur ce dernier point, c'est le long terme. Donc, la meilleure activité physique pour l'individu, c'est celle qu'on peut tenir sur le long terme. Pour le long terme, il faut d'abord se fixer des objectifs réalistes. Réalistes, exactement. Surtout. Voilà, parce que quand on a des objectifs, oui, je veux être comme ça en 1 mois, 2 mois, et avant telle date, je dois avoir la tablette de chocolat ou ce genre de choses. Non, il faut dire, je commence. Qu'est-ce qu'il faut dire, Ali? D'accord. Nous, vous êtes là pour ça. Mine de rien, les réseaux sociaux, c'est une arme à double tranchant. Ça peut nous aider à trouver des bonnes informations, des bons nutritionnistes qui nous donnent des conseils, des coachs, mais surtout, elle peut nous dévier de la réalité. Donc, on voit souvent des mauvaises publicités, des publicités mensongères, pardon. Donc,
vous allez atteindre cet objectif en 15 jours, en un mois. Alors, en général, c'est pour vendre leur programme. Exactement. Voilà. Donc, on ne doit pas tomber dans ce piège-là. Toute chose a une durée bien précise. Il n'y a pas, surtout dans il faut établir un programme bien précis, il faut savoir, et il faut que le coach nous explique aussi que ce que vous avez vu là sur les réseaux sociaux n'est pas réalisable et il faut écouter son coach. Exactement, exactement, c'est ça. Et l'importance, on ne le dit pas peut-être suffisamment, l'échauffement. Enfin, quand on était à l'école, il y avait toujours la séance d'échauffement où on s'amusait plus qu'autre chose, on rigolait et tout ça, mais l'échauffement est important. C'est la base de l'entraînement. D'accord. Donc l'échauffement sert à préparer notre corps pour la séance de sport, surtout lorsqu'elle devient de plus en plus intense. Et bien sûr, on ne va pas faire du sport en étant débutant toute notre vie. On doit progresser. On s'améliore. Voilà, on s'améliore, on progresse de séance en séance. Et de séance en séance, l'intensité va augmenter. Donc, pour éviter les blessures qui vont avec, il faut bien s'échauffer avant la séance. On va dire une séance de sport, c'est combien de temps en général? Pour un débutant, on fait 1 heure par jour? 1 heure, c'est largement suffisant. 1 heure pour un débutant. Pour un débutant. Combien de temps pour l'échauffement? Allez, un quart d'heure? Je dirais un quart d'heure. Voilà. Comment s'échauffer proprement? Oui. Je vais dire, comment s'échauffer proprement. Donc, il faut faire une activité physique, une marche, une petite foulée, et puis faire des exercices d'assouplissement comme des rotations des bras, des rotations de la tête, donc pour toutes les articulations. Là, on sera très bien préparé pour les exercices. C'est comme une voiture. Quand on démarre pas directement. On laisse chauffer le moteur. Exactement. D'accord, très bien. On arrive à l'essentiel, les courbatures. On ne peut pas les éviter. On peut pas les... On a les courbatures, certes, oui, mais on peut les gérer. Si on commence directement avec une intensité très élevée, là, on ne peut pas gérer les courbatures, voire même peut-être avoir des blessures, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Donc, il faut commencer tout doucement. On aura les courbatures, mais quand c'est minime, on mange bien, on se supplémente avec du magnésium, du zinc, les compléments alimentaires. Oui. Là, on va diminuer. Et voilà. Est-ce que c'est vrai que plus on pratique du sport et moins on a de courbatures? Oui. Ça veut dire que les courbatures, c'est le début. Oui. Ou c'est tout au long? Non, les courbatures, c'est le résultat d'un nouveau stress sur le corps. D'accord. Donc, même quand on sera un peu avancé, on mettra un peu plus de tension, un peu plus de stress sur notre corps, un nouveau stress. Donc, on aura un peu plus de courbatures, mais notre corps va s'habituer de plus en plus, donc il va les éliminer plus rapidement. Et par exemple, si on a eu des courbatures, on a fait la veille du sport, le lendemain on a encore une séance de sport, on peut faire du sport tous les jours. Oui. Le lendemain on a une séance de sport, est-ce qu'on va zapper justement cette séance de sport ou vaut mieux continuer pour... on risque pas d'avoir plus mal après cette séance, cette deuxième séance? C'est relatif. Oui. C'est relatif. Pourquoi c'est relatif? Si c'est trop intense, là, on doit donner le repos à notre corps. D'accord. Si c'est un peu supportable, là, on peut aller faire la séance du lendemain, mais tout doucement. On ne doit pas mettre un peu de stress sur le stress précédent. Et donc, justement, quand on n'est pas bien préparé, on n'est pas bien échauffé et tout ça, on risque des blessures. Comment les éviter? Fortement. Donc, pour éviter les blessures, tout d'abord, il faut bien s'échauffer, là, on a parlé. Deuxièmement, il faut bien faire les exercices, ne pas faire n'importe quoi, ne pas soulever des poids qui ne sont pas les nôtres. Donc il faut aller progressivement. Et l'idéal, c'est d'avoir un coach à ses côtés, voilà, pour mieux nous orienter, nous structurer. Alors comment maintenir la motivation? Bon, il faut savoir une chose. Au début, la motivation n'est pas là. Mais au fur et à mesure, le sport devient comme une drogue. On a besoin de cette séance qui libère des hormones et qui nous font du bien, c'est ça? Exactement. Oui. Donc, je peux le décrire comme un cercle vicieux, un bon cercle vicieux. Donc, lorsqu'on fait quelque chose qu'on aime, on va performer dans nos séances, et lorsqu'on performe bien dans nos séances, on fait bien les séances terrain, on va avoir des résultats. Ces résultats-là vont nous motiver par la suite à faire encore plus. Et là, on tourne. Donc, notre motivation va tourner. Donc, on ne cherche pas la motivation de l'extérieur. Donc, cette salle, elle est bien, là, après, on va faire la circulation. Donc,
Je vais faire avec mon pote n'y va pas, donc je ne vais pas aller. C'est se trouver des prétextes et des excuses. Exactement, Ça, donc oui. la motivation vient de l'intérieur. Il faut choisir une salle qui est juste à côté ou sur un autre chemin, pas loin du travail. Exactement, c'est la proximité, la première des choses. Pour ne pas trouver d'excuses. Pour ne pas surtout au trouver début. des excuses. Voilà. Alors, des conseils nutrition, justement. On fait du sport. On fait du sport pas forcément pour maigrir. C'est pour notre bien-être physique et moral. Exactement. Mais la nutrition doit suivre avec pour que le tout fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait manger ou éviter de manger quand on fait une séance de sport? Alors, pour une grande ligne, on opte beaucoup plus pour les aliments non transformés, naturels, et on évite au maximum. Ouais. Je ne peux pas dire tout éviter. Là, on vit dans une société, tout est emballé, tout est transformé. Donc, on doit éviter au maximum les aliments transformés, les boissons gazeuses. Il n'y a pas de mal de boire des boissons gazeuses zéro. Donc, Coca, je m'excuse, Soda du soda zéro. Voilà. Mais c'est fait avec de l'aspartame et ce genre de choses, Exactement. donc ils ne C'est des sont pas produits forcément bonnes chimiques. pour la santé. Voilà. À court terme, il n'y a pas de mal. Donc, de temps en temps, on boit, il n'y a pas de mal. Mais lorsqu'on prend tous les jours, toute notre vie, là, ça devient... On va se dire que pendant la semaine, on reste à l'eau ou à l'eau gazeuse, qu'on va peut-être aromatiser avec des fruits. Oui. Et puis, si on a vraiment envie et que ça nous fait du bien, parce qu'il faut se faire du bien et se réconforter C'est très important. aussi, une fois par semaine, le week-end, on peut se lâcher se pour lâcher, un oui. verre ou deux de limonade, de jus. Pas forcément le week-end. On n'attend pas juste le jour du week-end. Ça va engendrer des frustrations. Si on veut, bien sûr, on doit limiter. Hein. Si on veut manger quelque chose, on la mange. Le plus important, c'est... Mais il y a des personnes qui veulent manger quelque chose tous les jours. Ça, c'est compliqué. Là, il faut mettre des limites. Il faut mettre des hauts là, oui. Voilà, exactement, oui. D'accord, donc ne pas trop se restreindre parce que ça aura l'effet inverse et puis ça aura l'effet où on va se jeter sur le chocolat et les pâtes à tartiner et ce genre de choses, mais avoir un repas équilibré avec protéines, glucides, boire de l'eau. Il faut avoir une bonne relation avec l'alimentation et non pas une relation d'autorité. Donc, on doit faire ça, on ne doit pas faire ça, on doit manger ça. Non, une bonne relation. Donc, on mange, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, équilibré. Comment ça, équilibré? Comme on dit, mange 5 fruits et légumes par jour. Manger assez de protéines afin de préserver sa masse musculaire. Les bons lipides pour avoir un profil hormonal optimal. Donc, voilà. D'accord, très bien. Donc, tout de suite, nous allons parler du plugging. Est-ce que vous savez ce que c'est que le plugging? Oui, je sais. Et vous le pratiquez? Je ne l'ai jamais pratiqué, mais je le connais. D'accord. Alors, c'est Wahida Selmchif qui nous en parle dans WeShare après ceci. Wahida, aujourd'hui, on parle de plugging. Qu'est-ce que le plugging exactement? Et ça, c'est né où? Quelle date et tout ça? Donne-nous tout, on veut tout savoir. Voilà, je vais tout vous dire. Je stresse parce qu'il y a le coach en face de moi. Et je me dis, non, c'est pas une séance de sport, vous inquiétez pas, t'inquiète pas. Non, mais ça nous met la pression pour reprendre l'activité physique. Donc, alors le plugging, c'est une activité qui marie bien-être personnel avec le respect de l'environnement. Depuis le début de l'émission, on parle de bien-être, de notre santé mentale. Donc, le plugging associe les deux, environnement et notre mental. Donc, il consiste à nettoyer notre environnement tout en pratiquant une activité sportive. Je pense que vous avez tous vu ça depuis quelques années en Algérie. En fait, il existe depuis bien longtemps dans d'autres pays. Il y a quelques années en Algérie, on a des groupes, des personnes qui font du jogging, footing, qui s'organisent entre eux. En fait, en passant sur certains passages, ils trouvent des bouteilles en plastique jetées par terre, des papiers d'emballage. Donc, ils se sont dit comment on peut contribuer, non seulement quand on est un groupe, on est une force. On le voit en image. Voilà. On est une force, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus à notre environnement pour le remercier? Parce qu'il y a un espace vert où on peut faire du sport. Il y a eu des collectifs et des groupes qui se sont créés ici en Algérie. Donc, ils s'équipent. L'équipement, il est très simple. Il faut avoir son jogging, ses baskets pratiques. J'allais te demander justement quel équipement il fallait avoir. Des gants. Oui. Très important, des gants, parce que j'ai vu sur certaines photos et vidéos, des personnes oublient, ils pensent bien faire, donc ils oublient de porter une paire de gants. Donc il faut toujours porter une paire de gants et un sac en plastique sur soi. En fait, tout en courant, en faisant une petite activité, enfin une petite foulée, on ramasse sur son passage. Justement, comment on peut allier les deux? Courir, s'arrêter, ramasser ou comment que ça se passe? Je ne sais pas si vous pouvez coordonner vos... Eh bien justement, c'est une activité que
généralement, les coachs entraînent les athlètes. Je pense que le coach va nous dire, il y a certains athlètes chez vous peut-être qui manquent de coordination. Donc c'est difficile pour eux de coordonner entre deux exercices. Et le plugging aide énormément, justement. Donc ça crée une certaine coordination sur le corps de l'athlète. N'est-ce pas bien? Oui, exactement. Donc parlons du plugging. Tout à l'heure, on a évoqué le sujet de l'activité physique. Quelle activité physique l'adulte doit intégrer dans son quotidien? Il peut notamment faire du plugging. Le plugging, c'est faire soit de la marche rapide, soit un peu de jogging. Il peut s'arrêter de temps en temps pour faire des flexions afin de ramasser quelques bouteilles en plastique. Donc, en gros, c'est une activité... Justement, on va parler des bienfaits du plugging sur notre santé et l'environnement. On commence par la santé. Donc, il améliore la condition physique. Donc, il combine entre la course à pied avec le ramassage des déchets qui sollicite différents groupes musculaires et contribue à renforcer le corps. C'est comme un renforcement musculaire. Donc, à chaque fois en baissant et en ramassant ce qu'on retrouve sur notre chemin, ça fait un renforcement musculaire. Ça fait travailler finalement tout le corps. Exactement. Voilà. C'est faire des flexions de la hanche, des genoux, descendre. Voilà. Je trouve que c'est un excellent moyen pour commencer le sport pour un adulte qui n'a jamais fait du sport. Voilà. Il y a aussi l'augmentation de la dépense calorique. Il paraît qu'on brûle beaucoup de calories en faisant du plugging. Donc, en raison de l'effort supplémentaire requis pour ramasser les déchets, donc le plugging brûle de plus en plus de calories qu'une simple course ou marche à pied. Voilà. Il y a aussi le renforcement musculaire. Pour ceux qui veulent avoir un peu de muscle, renforcer leurs muscles, il faut savoir que le plugging, il est excellent. C'est un exercice qui est très pratique. Donc, les mouvements de flexion et d'extension lors du ramassage sollicitent les muscles, favorisent un corps plus fort et plus tonique. Est-ce que cette activité est conseillée à tout le monde, même pour les personnes, on va dire, qui ont un problème de dos, les personnes qui ont un problème d'arthrose, ce genre de choses? Est-ce que c'est conseillé pour tout le monde, coach? Alors, c'est conseillé pour tout le monde, je dirais relativement oui, parce qu'il n'y a pas une tension énorme sur le corps. Donc, c'est avec poids du corps, c'est des flexions soft. Voilà, il n'y a pas d'effort brusque ici, il y a de la marche rapide, on peut marcher tout doucement, on peut ramasser tout doucement. Voilà, c'est pas du cross-training ou quelque chose du genre. D'accord. Donc c'est soft, c'est léger. Donc, et en fait, avant de commencer la séance, il y a toujours un leader ou un coach qui donne des conseils. Donc, premier conseil qu'il faut toujours faire, c'est s'échauffer, l'échauffement. Ça, c'est impératif. Aussi, la façon comment on se baisse, comment on fait sa flexion pour ramasser les déchets lorsqu'on les retrouve. En fait, pour les personnes qui ont un problème de dos, il y a une technique et une manière. Il ne faut pas se baisser directement, n'est-ce pas, coach? Donc, il faudra descendre avec ses genoux, pencher un peu son bras, récupérer ce qu'il y a lieu de récupérer et remonter en même temps. Il ne faut pas plier son dos et ramasser. Là, c'est l'erreur qu'on fait même au quotidien. Exactement. Donc, tous les jours, pour ramasser quelque chose, on courbe le dos et c'est très mauvais pour la colonne vertébrale. Exactement. On ne doit pas se voûter pour ramasser quelque chose ou soulever quelque chose. Là, on parle, c'est pas juste dans la salle de sport. C'est en général, dans la vie quotidienne. C'est le mouvement. Oui, dans la vie quotidienne. Exactement. Donc, le mouvement, c'est un lazim harmonieux, descendre, recruter la flexion des genoux, de la hanche. Donc pour garder le dos droit et descendre. C'est une bonne hygiène de vie à adopter tous les jours. Exactement. Il y a aussi la réduction du stress, parce que souvent quand on fait du sport, on a besoin de déstresser, de créer notre zone de confort, d'être relax bien, et se sentir bien. Donc, comme pour toute activité physique, le plugging libère des endorphines donc, qui aident ainsi à réduire le stress et à réguler notre humeur. Donc, si on fait un plugging, on va se sentir mieux, on va se sentir de bonne humeur. On va se sentir de bonne humeur parce qu'on fait du sport et on va se sentir de bonne humeur parce qu'on a fait quelque chose de bien, une bonne action. Exactement. Et les gens vont se dire, qu'est-ce qu'on peut faire de bien pour la planète? Voilà, j'ai été utile pour la planète. Exactement. Donc, parmi les utilités qu'on va rendre à la planète ou offrir à notre planète, c'est réduction de la pollution. Donc, en retirant les déchets de l'environnement, le plugging contribue à réduire la pollution, prévenant ainsi les dommages causés à la faune et à la flore. Parce que les personnes qui jettent sans se rendre compte, ne serait-ce qu'un petit emballage d'un bonbon, il faut savoir que c'est très nocif. Et puis, on va servir d'exemple aux petits-enfants. Parce qu'on a remarqué dans les lieux publics, on a souvent des parents qui sont avec leurs enfants, soit pour jouer avec leur trottinette, vélo ou autre, même au ballon. Donc, quand ils vont
voir qu'il y a un groupe qui s'est constitué. On est déjà impressionné par un groupe d'adultes quand on les voit de loin. Imaginez s'ils sont tous synchro et ils essayent de ramasser à chaque fois sur leur chemin. Quand on est enfant, on se dit tiens, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et je vais essayer de copier. Et ça, ça rentre dans notre éducation et c'est très important. Il y a aussi la sensibilisation à l'environnement et l'encouragement de l'engagement de la citoyenneté. Donc le plugin encourage les citoyens à prendre une part active dans la préservation de notre communauté et de notre environnement. Parce que je fais du sport, je suis en train d'utiliser les lieux publics, ils m'appartiennent, je cohabite, donc on est tous concernés, je dois nettoyer, même si ce n'est pas moi qui a sali, mais il faudra le nettoyer. Parce qu'aujourd'hui, je vais nettoyer devant la personne qui a sali, ça va être la prise de conscience, et elle va se dire « Ah, Chouma Alia, je devrais arrêter de le faire ». Et puis, ça rend service à tout le monde. C'est un geste citoyen, écolo, et bon pour tout le monde, pour le quartier, pour tous les habitants et pour la planète aussi. Et c'est très agréable au regard de voir les lieux qui sont propres et bien entretenus. Ça devient très courant. J'en vois tous les jours sur les réseaux sociaux, dans des cités, des enfants, ils font du plugging. Exactement. À Bouchaoui, au Sablette, ça fait plaisir. Et même en bord de mer aussi, j'ai vu qu'ils font des plugins. D'ailleurs, il y a une association qui s'est créée en Algérie, je pense que ça s'appelle Plugin DZ ou Plugin Algéria, qui font des sorties quotidiennes, des week-ends, que ce soit des sorties culturelles, non seulement qui vont connaître des lieux, ils vont découvrir, ils vont aller vers d'autres cultures, parce qu'on a notre culture qui est très très riche. Un riche patrimoine. Voilà, exactement. Mais en même temps, ils nettoient les lieux derrière eux. Donc, ils sont tout le temps en jogging, contrairement à des personnes qui vont, des touristes bien habillés, tout le temps en jogging, basket, leurs gants en main et des sacs. C'est très beau à voir d'ailleurs, quand on voit les avant et les après. Un petit geste fait toute la différence. Exactement. Et j'ai vu même, ils sont équipés avec une petite perche pour ceux qui ont du mal à descendre ou qui ont mal au dos. Alors, ils ont une petite perche c'est comme une pince, en fait, une pince immense pour ramasser les déchets. Et ça, c'est extraordinaire. Super, merci pour cette information, Wahida. Maintenant, je pense que tout le monde sait ce que c'est que le plugging et je pense que tout le monde devrait s'y mettre et apprendre ça aux enfants dès leur plus jeune âge. Merci pour ta rubrique, Wahida. On se retrouve demain. Inch'Allah. Inch'Allah. Et merci à vous aussi, monsieur Mohamed Larbi Hamzaoui, pardon. Vous êtes coach en nutrition et sport. Merci pour tous les conseils que vous nous avez donnés. Et à bientôt. Tout plaisir est pour moi. Merci plaisir beaucoup. partagé. Alors, vous retrouverez l'émission sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Vous n'avez qu'à taper Canal Algérie, tout simplement. Sinon, on se donne rendez-vous demain, 10h30, toujours, même chaîne, Canal Algérie. Bonne journée à vous et au revoir.